L'air dans le bureau de Marc-Antoine Beaumont s'était épaissi à un point tel que Camille Laurent faillit s'étouffer. Ses doigts, crispés comme à l'accoutumée sur le manche humide de sa serpillière, blanchirent. Le PDG, le puissant Marc-Antoine, faisait les 100 pas dans la vaste pièce. Sa gestuelle était brusque, presque agressive. À ses côtés, sombre et soupçonneux, se tenait Sylvain Dubois, l'adjoint de Marc-Antoine, qui regardait toujours Camille comme si elle était une tache de poussière sur son costume repassé. « C'est une catastrophe, Sylvain. Les négociations avec Sinogong sont demain, et pas un seul traducteur potable. » La voix de Marc-Antoine tremblait d'une rage à peine contenue. « Du chinois, ce n'est pas du argot de rue. Où trouver quelqu'un qui comprenne les subtilités, les nuances? Les agences, c'est de la pacotille. Leur dernier spécialiste parlait comme un lycéen ivre avec un Google Translate périmé. » Sylvain grommela quelque chose sur les pertes inévitables et l'échec de l'accord. Camille sentit son cœur s'accélérer, battant comme un lourd marteau dans sa poitrine. Elle se redressa lentement, comme sortie d'un abysse invisible, et son regard, habituellement caché derrière un foulard délavé, croisa celui de Marc-Antoine. « Je peux aider, Marc-Antoine Beaumont, » murmura-t-elle, et le son de sa voix était aussi inhabituel dans ce silence que le bruissement de feuilles mortes dans une tempête déchaînée. Sylvain renifla, comme s'il s'étouffait. « La femme de ménage? Vous êtes sérieux, Marc-Antoine? Cette femme qui cache ses yeux et ne retire jamais ses horribles gants jaunes sera notre interprète simultanée? C'est une farce. » Camille sentit une vague glaciale de honte et d'humiliation l'envahir. Mais en même temps, à travers la croûte de glace de la peur, la colère perçait. « Je parle chinois, couramment. » Sa voix se raffermit, devint plus pure, comme débarrassée de la poussière. Marc-Antoine la fixa. Dans ses yeux se lisait un mélange d'incrédulité et d'espoir désespéré. « Sylvain, tais-toi. »« Camille, vous êtes sûre? Ce n'est pas une blague. »« Ce n'est pas une blague, » répondit-elle, retirant l'un de ses maudits gants jaunes. Sous le caoutchouc grossier se trouvait une main que Marc-Antoine ne s'attendait pas à voir, une main fine, presque aristocratique, aux doigts élégants. Marc-Antoine sortit son téléphone, composa un numéro. « Rémi, salut, t'as une minute? Mon gars est tombé malade, et on est dans le pétrin. J'ai besoin de ton aide. Prépare-toi à une petite conversation en chinois. Oui, oui, je te passe le combiné à une personne un peu étrange. » Il tendit le téléphone à Camille. Camille prit l'appareil. Ses doigts effleurèrent brièvement sa paume. Dans le combiné, les premiers mots chinois résonnèrent, et Camille répondit. Sa voix se transforma. Elle devint mélodieuse, assurée, prononçant les phrases avec une intonation si parfaite que Marc-Antoine resta figé. Elle ne parlait pas seulement, elle chantait en chinois, mêlant des idiomes anciens à des expressions modernes, citant même de la poésie classique avec l'aisance d'une native. La conversation ne dura que quelques minutes, mais pour Marc-Antoine et Sylvain, ce fut une révélation. Quand Camille rendit le téléphone, Marc-Antoine le prit sans la quitter des yeux. « Rémi alors ?»« Marc-Antoine, tu m'as bluffé. C'est impeccable. L'accent, absent, le niveau, native pure. J'aurais dit que tu avais trouvé un trésor, si je ne savais pas à quel point il est difficile de trouver un tel spécialiste. Je veux la rencontrer quand je serai de retour. » Marc-Antoine laissa lentement tomber le téléphone. Sylvain se tenait bouche bée. « Camille, » dit Marc-Antoine, et pour la première fois sa voix exprima du respect. « Soyez aimable, allez vous changer. Nous partons, tout de suite. Vous êtes notre traductrice. » Camille hocha la tête. Elle rassembla ses outils, ses mouvements étaient toujours aussi silencieux, mais maintenant il y avait en eux une invisible ressort. Sylvain essaya de faire une objection sur son apparence, mais Marc-Antoine le coupa. L'apparence est le moindre de nos soucis. À l'instant même où Camille disparut derrière la porte, il frappa. « Entrez !» Une nouvelle Camille entra dans le bureau, sans l'humiliante blouse, sans le foulard qui cachait son visage. Devant eux se tenait une femme grande et mince, avec une posture parfaite. De longs cheveux sombres et brillants, attachés en une queue de cheval serrée, dégageaient son cou élégant. Ses yeux, profonds, de la couleur de l'acier matinal, regardaient droit devant, avec assurance. Ce n'était pas une vieille femme, ni une ombre voûtée. C'était une femme qui rayonnait de force et de grâce. Marc-Antoine et Sylvain restèrent pétrifiés. « Excellent,
Marc-Antoine fut le premier à rompre le silence. « Allons-y. » Ils ne se retrouvèrent pas au bureau, ni à des négociations, mais dans une boutique de vêtements de marque étincelante. Camille se crispa en regardant autour d'elle. « Où sommes-nous arrivés ?» demanda-t-elle, sa voix était basse, presque un murmure. « Nécessité professionnelle, » trancha Marc-Antoine. Son regard était froid et professionnel. Il ordonna à la conseillère de choisir un tailleur strict, une jupe, un chemisier, des chaussures. La cabine d'essayage se révéla être un enfer à part. Les conseillères essayaient, mais Marc-Antoine ne faisait que secouer la tête, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur l'un des ensembles, un tailleur avec une jupe crayon et un chemisier en soie, couleur acier argenté. Quand Camille sortit dans cette tenue, elle ne se reconnut pas dans le miroir. Son propre reflet était étranger, élégant, imposant. La gérante de la boutique, s'agenouillant, lui présenta d'élégantes chaussures à talons moyens. Camille se changea et se retourna. Elle était magnifique. La gérante, habituellement cynique, faillit laisser tomber les chaussures, stupéfaite par la transformation. « Calculez-nous, » dit Marc-Antoine. « Et, Camille, vous ne remettez plus ces vêtements, du moins en ma présence. » Camille attrapa l'étiquette de prix sur la manche du chemisier. Ses yeux s'écarquillèrent. Le coût d'un seul chemisier dépassait son salaire mensuel de femme de ménage. « Nécessité » murmura-t-elle, le souffle court. « Plus que ça, » répondit Marc-Antoine, la prenant par le bras. « Demain, vous êtes le visage de notre entreprise. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire mauvaise figure. » Les négociations se déroulèrent brillamment. Camille n'était pas seulement une traductrice, elle était une diplomate, ses intonations subtiles aplanissaient les angles vifs, sa compréhension de la culture ouvrait de nouvelles perspectives. L'accord fut conclu. Immédiatement après, Marc-Antoine proposa un nouveau poste à Camille, mais quand il fallut officialiser, elle fut désemparée. « Je n'ai pas de documents, il faut les refaire. »« Pas de problème, je vais charger le chef de la sécurité de s'en occuper. Nous accélérerons le processus. » Marc-Antoine fit un signe de tête vers le commandant Leclerc, qui était assis dans un coin, ne la quittant pas d'un regard perçant. « Non, ce n'est pas nécessaire. » Des taches écarlates apparurent sur ses joues. « Je m'en occuperai moi-même. Moi-même. » Une tension flotta dans l'air. Son travail impeccable contrastait avec sa panique concernant les documents. Marc-Antoine et Sylvain échangèrent un regard. « Commandant, surveillez-la, » murmura Marc-Antoine. « Quelque chose ne tourne pas rond ici. » 2 jours plus tard, le commandant Leclerc entra dans le bureau de Marc-Antoine. Son visage habituellement impassible était plein d'une excitation contenue. « Marc-Antoine, j'ai trouvé quelque chose. Et ce n'est pas juste intéressant, c'est choquant. » Il tendit un dossier. Marc-Antoine parcourut les premières lignes du dossier et siffla. « Voilà, depuis combien de temps se cache-t-elle et pourquoi ?» Il appuya sur l'interphone. Svetlana appelait Camille, immédiatement. Tout commença il y a 2 ans, lorsque Camille enterra son père. Son père, Julien Nastier, était un magnate puissant. Les gens murmuraient qu'il transformait en or tout ce qu'il touchait, mais même tous les trésors du monde n'avaient pu sauver sa femme, Elara, une femme magnifique, presque irréelle. Ils formaient un couple parfait, grand, aux yeux clairs, comme descendu du ciel. Julien vivait et respirait pour Elara. Il était prêt à jeter à ses pieds tous les diamants de la planète, mais elle ne rêvait que d'un enfant. Des années de tentatives infructueuses, des centaines de consultations, des procédures de FIV douloureuses qui se terminaient en sanglots. Ce n'est pas un embryon, c'est mon enfant vivant, celui de Julien et moi, criait-elle, tordue de chagrin. Finalement, dans une clinique suisse, un miracle se produisit. Elara était au 4e mois, mais son corps, affaibli par les injections hormonales, la trahit. Évanouissement, fatigue, puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, une maladie du sang incurable. Les médecins insistaient pour interrompre la grossesse et commencer immédiatement le traitement. Elara s'échappa de la clinique. Julien mit le monde entier sens dessus dessous. « Comment avez-vous pu la perdre? Ce n'est pas un site de haute sécurité ?» se justifiait le médecin. Elle était simplement partie. Elara revint d'elle-même pour donner naissance et mourir. Elle louait une chambre chez une dame âgée, Amandine Lefebvre, qui devint presque une mère pour elle. « Au moins, j'ai une excuse, » murmura Elara,
tandis que Julien pleurait, embrassant ses mains. « Je n'ai pas vécu ma vie en vain. Après moi, il restera une trace sur terre. » Il vit la nouveau-née Camille, nommée en l'honneur de sa mère, mais ne ressentit rien d'autre que le vide. Cette petite créature ridée semblait lui avoir tout pris. Et Lara s'éteignait, comme une bougie. Julien mourut avec elle. Il avait pensé au suicide, mais la petite Camille, confiée aux soins d'Amandine Lefèvre, qui devint la nounou pour eux deux, le ramena progressivement à la vie. Il découvrit, avec étonnement, que sa fille était la copie exacte d'Elara. Amandine Lefèvre se réjouissait, murmurant des sorts contre le mauvais œil. « Il s'est repris, mon petit, Dieu merci, au moins la petite aura un père si elle a perdu sa mère. » Julien adorait Camille, reportant sur elle tout son amour non dépensé. La petite fille grandissait affectueuse, obéissante, se blottissant contre son père comme un chaton. Elle ne manquait jamais de rien. D'autres femmes n'existaient pas pour Julien jusqu'à ce jour fatal. Il avait arrangé un rendez-vous avec Camille, mais ne vint pas. Lors de négociations avec un partenaire espagnol, il la vit, la traductrice. Elle, Séraphine Duval. Elle avait le même prénom, les mêmes gestes, le même regard. Pour la première fois depuis des années, Julien oublia tout. Il resta dans la chambre de cette femme, tombant amoureux comme un adolescent. Il lui semblait que son Elara était revenue. Il la demanda immédiatement en mariage. Un mariage somptueux. Séraphine emménagea dans leur maison. « Oh, ma petite, tu vas beaucoup pleurer avec cette belle-mère, et moi aussi, » soupira Amandine Lefèvre, brossant les cheveux de Camille. Séraphine n'avait aucune intention d'être la mère d'une enfant étrangère. Elle avait son propre fils, Damien, du même âge que Camille. Il était arrogant et égoïste, tout comme sa mère. Camille oublia les cadeaux, les voyages à la mer avec papa, même les soirées passées ensemble. Julien était entièrement absorbé par sa jeune femme, s'accrochant littéralement à chaque mot qu'elle disait, sans remarquer que cette Séraphine n'était pas du tout celle qu'il aimait. Séraphine persuada Julien d'envoyer Camille étudier le plus loin possible, à Londres. Cela était présenté comme un souci de son avenir. Camille supplia son père de ne pas l'envoyer, mais il fut inflexible. « Ta mère et moi, nous soucions de ton avenir. Je n'ai pas de mère, ma mère est morte. J'ai seulement mon père, mais même ça, je l'ai perdu, » cria Camille. « Tu vois, elle me déteste, » intervint Séraphine, faisant une mine affligée et essuyant une larme feinte. « Je l'avais dit, peu importe mes efforts, je serai toujours l'étrangère, la méchante belle-mère. » Damien partait aussi étudier, essaya de la convaincre son père. Tout se termina par des larmes, même Amandine Lefèvre pleurait en rangeant les valises. 6 ans loin de son père, il lui envoyait de l'argent, la félicitait, mais Camille ne pouvait pas rentrer à la maison. Son père disait que ce serait mieux ainsi. Pendant ce temps, Damien rentrait à la maison 4 fois par an. Amandine Lefèvre essaya de raisonner Julien, mais il, comme zombifié, répétait que ce serait mieux pour la fille. « La petite est devenue orpheline, c'est mieux pour elle. Reprends tes esprits, Julien. Elle t'a ensorcelé, cette sorcière. » Elle parlait de Séraphine. Amandine Lefèvre paya ses mots. Séraphine la chassa de la maison, embauchant une autre gouvernante. Julien ne dit rien, se contentant de prendre des pilules, son cœur le trahissait. La vérité éclata de manière inattendue. Julien surprit accidentellement une conversation entre Séraphine et Damien, et il ouvrit les yeux. Il s'avéra que Séraphine tissait des intrigues depuis des années pour l'attirer dans ses filets. Elle avait subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, teint ses cheveux, copié méticuleusement la démarche, les gestes et le timbre de la voix d'Elara pour devenir sa copie conforme. Et elle-même le trompait et le dépouillait, sans l'aimer un seul jour. Elle avait un complice secret avec qui elle complotait et dont elle avait eu son fils Damien avant même d'atteindre son objectif, le mariage avec Julien Astier. Julien était assis, abasourdi. « Qu'ai-je fait ? J'ai chassé ma propre fille de la maison pour que cette personne puisse mettre la main sur mon argent, que cet argent soit maudit, il m'a privé de ma famille. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il se saoula et finit en cardiologie. « Mon cher, boire autant, c'est du suicide avec votre cœur. »« Qu'avez-vous fait pour vous laisser aller ainsi ?» le réprimandait le professeur. « C'était ma stupidité, ça ne se reproduira plus.
se défendit Julien. Il fit appeler le commandant Leclerc, lui ordonnant de rassembler un dossier sur sa femme. Après l'avoir lu, Julien faillit avoir envie de se saouler à nouveau. Ce qu'il avait entendu de sa femme n'était que la pointe de l'iceberg. Séraphine lui mettait des produits chimiques dans sa nourriture, puis le gavait de médicaments pour le cœur, afin d'obtenir tout ce qu'il possédait après sa mort. Le contrat de mariage ne devait pas faire obstacle. Imbécile, ma fille, me pardonneras-tu ? Il avait l'intention de faire revenir Camille et Amandine Lefèvre, de tout arranger, mais il n'en eut pas le temps. Séraphine n'avait pas cherché en vain à provoquer une pathologie cardiaque. Julien mourut sans attendre sa sortie de l'hôpital. La seule chose qu'il réussit à faire fut de demander le divorce et de refaire son testament en faveur de Camille, rayant Séraphine. Lorsque Camille, inconsolable, arriva pour les funérailles de son père, Séraphine ne la laissa même pas entrer dans sa maison natale. « Ton père m'a tout laissé, déclara-t-elle. Tu n'as plus rien à faire ici. » C'était un bluff pour briser sa belle-fille et la forcer à signer des papiers. La nuit à l'hôtel, le bagage de Camille contenant ses documents et son argent fut volé, puis quelqu'un s'introduisit dans sa chambre et tenta de l'étrangler. Camille s'échappa miraculeusement, poussa un cri, et l'agresseur s'enfuit. Elle demanda à être emmenée à la police, où elle déposa une plainte pour vol. Séraphine s'arrachait les cheveux, maudissant sa propre myopie. Elle s'était trompée dans ses calculs. Camille obtint un certificat à la place de son passeport, loua une petite chambre en banlieue et devint femme de ménage dans l'entreprise de Marc-Antoine. Voilà, le reste vous le savez, termina Camille. Marc-Antoine et le commandant Leclerc l'écoutaient, la bouche ouverte. Saviez-vous, Camille, que vous êtes l'héritière légitime de toute la fortune ? Marc-Antoine se tourna vers elle. Camille était désemparée. Comment ? Mais ma belle-mère a dit que rien ne m'appartenait. Encore un mensonge, trancha le commandant Leclerc. Vous pouvez rentrer chez vous. Quant à eux, je ne m'embarrasserai pas pour les mettre dehors. Camille secoua la tête, horrifiée. Non, je ne pourrai pas, j'ai encore terriblement peur d'elle. Cela se règle en un clin d'œil, et il n'y a rien à craindre. Marc-Antoine se leva. Le commandant Leclerc vous accompagnera. D'ailleurs, pourquoi attendre demain ? Partez aujourd'hui, je vous libère tous les deux. Réglez vos affaires familiales. Lorsque Camille et le commandant Leclerc, un homme énorme, ressemblant à un gorille, apparurent sur le seuil de la maison de Séraphine, elle resta pétrifiée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle, essayant de lui barrer le passage. Le géant la repoussa silencieusement de l'épaule, portant la valise de Camille. Séraphine s'étouffa, ne trouvant pas ses mots. « Et vous ne vivez pas ici. À partir de demain, continua le commandant Leclerc, sa voix ressemblait à un grognement. Vous pouvez faire vos valises dès aujourd'hui. » Du premier étage descendit un homme en robe de chambre de satin, s'exclamant « Gaby, qui est-ce ? Pourquoi Camille est-elle là ? Tu l'as invitée ? Qui est ce grand escogriffe ?»« Ce grand escogriffe est son fiancé, » répondit calmement le commandant Leclerc, sans prendre la peine de se présenter. Camille rougit. Et il n'y a pas besoin d'inviter Camille, c'est elle la maîtresse des lieux. La nuit ne fut pas sans incident. Le commandant Leclerc descendit au garage, réveillé par le bruit. La famille emballait activement des objets de valeur dans la voiture. « Je ne vous le conseille pas, » dit calmement le commandant en secouant la tête. « Sinon, ce sera une affaire criminelle dont le fil commence par un vol de grande ampleur et l'apogée est une tentative de meurtre. C'est bien vous qui étrangliez Camille à l'hôtel ? Vous partirez joyeusement vous reposer en prison. » Il esquissa un sourire de boa constrictor. Les genoux de l'homme tremblèrent. « Je n'ai pas étranglé, j'ai juste voulu faire peur. Moi, en revanche, je ne fais pas peur. Je vous enferme juste tous les deux pour longtemps. » Puis Camille ramena Amandine Lefèvre à la maison. « Vous n'aurez pas besoin de travailler, Amandine. Soyez simplement près de moi, comme une grand-mère. »« Ma joie, je vais mourir d'ennui alors. J'ai l'habitude de travailler, » s'exclama Amandine. « Alors vous me préparerez des crêpes au sirop d'érable le matin si vous en avez envie, » sourit Camille. La nounou se pencha plus près de Camille et murmura « Et ce Gulliver, il te garde maintenant, il est si énorme, j'ai peur de lui. Mais avec lui, je n'ai peur de personne, de rien au monde, » sourit Camille. « Eh bien, gloire à Dieu, alors moi aussi je suis tranquille pour toi. » Amandine sécha ses yeux avec son tablier. « Et si j'allais vous faire des crêpes, c'est vrai ?»
Elle se dirigea d'un pas décidé vers la cuisine pour régaler sa précieuse petite-fille et son protecteur de 2 mètres. Pour un géant pareil, il faut préparer plus de crêpes